Bonsoir messieurs, enfin bonjour. 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 Comment allez-vous? Ah, parfaitement bien. On est dans une forme Ça va, olympique, on enchaîne. Et Ouais. vous, est-ce que ça va? Bah, ça va, hein, on se porte bien. On suit depuis midi là ce qui se passe un peu, ce que ça dit. Ah, moi j'ai trop faim. J'imagine. En Et même moi de temps, mon on n'a pas côté, pouvoir ça va pas manger. très bien là. Ah, qu'est-ce qui se passe, Quentin? Je Ah, il y a viens de double voir Quentin. un, un tweet que vous venez de poster, les 30 prévus en 24 heures, les New York Knicks. On poursuit le grand marathon dans le Texas Mais avec non, une franchise Lucas, qui a c'est... besoin d'un tour de Magic. Oh, mais Bon, c'est voilà parce ce que que je vais j'ai. faire pour en parler. Ça, regarde, Les New York dans la Knicks, seconde, on me c'est respecte pas réglé. trop, Dans les la amis. seconde, c'est réglé. Il n'y a pas de souci. On est un peu perturbé parce que on a Quentin que je suis depuis le moment qui est avec nous. Moi, je suis un fan. Puis là, je suis perturbé. Je perds mes moyens. tu es comme un enfant Noël. Voilà, c'est ça, exactement. Vraiment. Mais c'est bon, regarde. Hop, hop. Voilà, on n'en parle plus. Je vais pas retweeter un truc qui parle des New York Knicks, moi. Quand même. Ce serait dommage quand même. Malgré tous les liens que nous avons avec cette franchise, avec tous les Quel trucs qu'on a lien, fait dans le passé. enfin. Ah oui, si, Porzingis, etc. C'est vrai, il y a des petits liens. Jalen Brunson. Jalen Tim Brunson, Hardaway, le Nili Killin, Dennis Smith Jr., leur Tyson histoire de Chandler. début. Ouais. Voilà. Ouais, Jason c'est vrai, Kidd. c'est vrai. Jason Kidd. Ouais, oui. Il y en a des moins bien, hein, mais pour les Knicks, c'est pas un souvenir de ouf. Bref, messieurs, bah Quentin, bienvenue. On a double Quentin dans ce Discord. On a le Quentin Tibier et le Quentin Dallas Mavs FR. Est-ce que vous allez bien? Au-delà du petit tweet, est-ce que ça va? C'est la forme? Très excité pour ce début de saison? Ça va. Bah écoutez, plutôt, oui. Là, le match d'hier a fait quand même un peu de bien parce que les premiers matchs de pré-saison étaient quand même pas très beaux à voir. Et donc enfin, là, hier, une victoire, ça a déroulé et tout. Et le fait de pouvoir, d'être sur place et tout, ça m'a aussi remis la motivation là. Et très hâte d'être un mercredi prochain. Quelle heure il est chez toi là du coup? 8h. Ah, une bonne heure. Tu t'es levé aux horreurs du coup. Voilà, c'est ça, un petit réveil à 7h30 un samedi. Mais bon, quand c'est Eh pour ouais. parler des Mavs, c'est avec grand plaisir. Parfait. Écoute, j'avais suivi, depuis l'année dernière, t'étais déjà là-bas, non? Depuis juin 2022. Oui. Parfait, bah écoute, tu dois kiffer ta vie, hein. Et c'est sympa, je vais pas trop me plaindre. Enfin si, je vais quand même me plaindre de la saison dernière, mais je pense qu'on va en parler. Eh bien écoute, tu nous lances. Saison dernière, du coup, on va revenir vite fait sur l'équipe 38-44. Ça a été assez compliqué, une 11e place. On va reparler peut-être de la toute fin de saison aussi, évidemment, qui a été un petit peu... Comment on peut dire? Est-ce qu'on peut dire lourdé? Un peu, comment dire, ouais, un peu abandonné. Donc pas de play-in, ça fait un petit peu mal, malgré toutes les promesses qu'il y a pu y avoir. Et j'ai noté 6e rating offensif, 24e défensif et une pace très très lente. Quant à Luka Doncic dans ton équipe, c'est classique. Ouais. Les 23 joueurs différents. Quand même. Ah oui, même un roster qui a beaucoup changé dans la saison. Fin de saison, tu peux le dire, hein, totalement lourdé. Je dirais même lourdé, enfin tanké avec brio, parce que les deux derniers matchs qu'on perd, c'est du très haut niveau de tanking, parce qu'on était face à un adversaire qui voulait perdre, les Bulls, l'avant-dernier match, parce qu'eux aussi ils avaient intérêt à le perdre, par rapport au pourcentage de chance loterie. Et ensuite le dernier match face aux Spurs, alors eux ils avaient ils voulaient pas forcément perdre, mais juste c'était les Spurs, ils étaient nuls. Donc pareil, celui-là il fallait vraiment aller le perdre. En plus à domicile, dans la Fan Appreciation Night, donc tu es censé remercier tes fans de toute l'année et tout, et on a mis Théo Pinson en meneur. Non, vraiment Du grand art. Ce match, je grand m'en art. souviens. On ben, l'a commenté ce match. Sachez que j'ai emmené de la famille qui est venue me voir au Texas à ce moment-là, et on avait acheté les billets des mois avant, donc j'étais très content de pouvoir enfin leur montrer un match. Imaginez ma gêne quand j'ai dû leur montrer ça, et j'ai dit non, bon, c'est pas vraiment du basketball ça. C'est eux que je supporte. Pas vraiment les Mavericks, et surtout je leur expliqué pourquoi est-ce que moi j'encourageais à fond la défaite, parce que il y avait beaucoup plus à gagner en perdant qu'en gagnant. Et la preuve en est, on en parlera de l'intersaison, mais on a vraiment bien fait de perdre ces deux matchs. Totalement. Bah, en fait, si je reviens un peu sur la saison régulière, finalement, vous n'avez pas eu trop de stabilité.
surtout à cause du trade Kyrie Irving, on va y revenir, mais sinon, le 2 janvier 2023, vous étiez en 22-16, ce qui est plutôt troisième, il me semble. Hein. Vous êtes troisième pendant une petite période hein, à l'Ouest, donc finalement, au début, c'était une saison plutôt correcte. Alors, la saison est plutôt correcte, oui. Après, il faut mettre en perspective aussi ce mois de décembre qui était un mois assez faible au niveau des oppositions que nous avions par rapport aux autres mois. Donc, on va dire que ça a été une satisfaction par rapport à certaines années précédentes où des fans des Mavs pourront s'en souvenir, on perdait vraiment contre les équipes faibles et on allait gagner les équipes fortes. Cette année, on a eu plus de régularité sur gagner des équipes qu'on est censé gagner. Et le mois de décembre l'a prouvé, avec notamment, je sais plus si c'est les Rockets ou les Spurs, mais genre, il y avait trois affrontements à l'espace de 2 semaines, tu vois. Mm. Et on a gagné ces matchs-là. Et donc, c'était quand même un point positif. Et ce qui fait qu'effectivement, à la fin d'année 2022, on est bien classé parce qu'on a c'est notre plus grande série de victoires de la saison. Euh, et, et ouais, voilà, on avait une sorte de stabilité qui s'était installée, mais on savait aussi, voilà, que encore une fois, maintenant il fallait prouver ça face à des équipes meilleures, quoi. Plus confirmé, ouais. Mm. Ok, parfait. Et du coup, alors on a eu un tout petit souci de cam avec Lucas, je pense que ça va revenir. Parfait. Ouais. T'étais freeze, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Et du coup, peut-être qu'on peut passer du coup à l'étape peut-être la décisive de cette saison, c'est le 6 février, trade de Kyrie Irving. Ouais. Et du coup, les 23 joueurs, je pense qu'ils viennent notamment de là parce que vous avez fait pas mal de... Il y a pas mal de joueurs impliqués dans ce trade. Des joueurs qui étaient là depuis pas mal de temps. Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, ça a été un crève-cœur quand même. Oui, totalement. Un crève-cœur émotionnel parce que Dorian Finney-Smith, personnellement, c'est un chouchou. Parce que c'est un joueur que j'ai vu arriver de nulle part. Hein. Il arrive totalement undrafted. Et puis une évolution qui a été vraiment folle au sein de l'équipe sur toutes les saisons qu'il a joué avec nous, avec notamment des progressions nettes de saison en saison. À 3 points, je crois qu'il augmente son pourcentage, enfin je suis même sûr, il augmente son pourcentage à 3 points sur toutes les saisons qu'il fait avec les Mavs d'une saison à l'autre. Il devient une encre défensive de l'équipe, etc. Donc beaucoup d'attachement à ce joueur. Et Spencer Dinwiddie, attaché, pas autant, mais attaché par rapport au run de playoff qu'on fait en 2022. Après, le trade selon moi fait sens, donc on pourra en reparler après. Donc c'était un trade à faire. Je sais que ça divise énormément la fanbase. De mon côté, je pense que c'est un trade à faire. Donc voilà, c'était un crève-cœur émotionnel par rapport notamment à Dorian Finney-Smith, que j'ai très hâte de revoir, d'accueillir vendredi prochain pour notre premier match à domicile. C'est face aux Nets. Et dans l'histoire, on récupère le mauvais frère Maurice et Kyrie Irving, évidemment. Ok. Et du coup, Quentin et Lucas, vous, le trade de Kyrie, vous qui n'êtes pas forcément spécialement fan des Mavs, est-ce que c'est un trade si. qui vous a plu ou pas? Tu m'insultes là, je suis bien sûr que si. Fan Bah, de... j'ai vu un maillot de Kyrie Irving de l'autre côté, je me suis dit peut-être c'est Ah, Brooklyn. oui. Hein. Peut-être c'est Brooklyn, Non, c'est oui. peut-être pas Kyrie. Hein. On Là, va ça- mettre Doncic à gauche. quand même. Non, non, en vrai, moi, du coup, je suis les Mavs depuis que je suis la NBA. Donc, j'ai commencé à suivre en 2018, donc à la draft de Luka. Et du coup, j'ai pu voir un peu l'évolution de l'équipe et jusqu'à arriver à, on va dire, on est allé de bas en haut plutôt. On a vu plutôt une évolution dans le bon sens jusqu'à du coup le run de 2022 où là on avait vu du coup, enfin j'ai même pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé même juste face aux Suns et tout. Et moi je trouve que ce move du coup du front office de Dallas c'était le move à faire parce que on est arrivé à un stade où on pouvait pas aller plus loin que ça avec cette équipe-là. On sait on a vu comment on s'est fait détruire face à Golden State en finale de conf. On n'aurait jamais eu ce statut de potentiel. On veut le titre en fait avec Luka. Avant qu'il y ait une nouvelle défaite qui puisse dire ah ça se trouve Luka il veut partir parce qu'il veut sa bague. On veut qu'on ait une chance d'avoir une équipe et donc Cuban il a réfléchi comme ça, il a dit bon ok je tente le tout pour le tout et je prends Kyrie quoi.
Et moi, je trouve que c'est pas non plus un move dégueulasse. Ok, ils ont besoin tous les deux de prendre la balle sur le terrain, de monopoliser le ballon, mais à force de jouer ensemble, il y a une complicité qui est même, ça se voit avec déjà l'année dernière comparé à cette année, ça se voit que la complicité va être grandissante et j'espère même qu'ils vont pouvoir prouver à tout le monde que maintenant c'est le meilleur bas-court de la ligue, quoi. Voilà. Ok. Quentin, du coup, toi, le trade de Kyrie, t'as vu ça d'un bon oeil quand même? Bon, J'étais. on va pas. Oh, bah, c'est vrai En fait, il y a deux Quentin. Eh oui. Je veux dire, Vas-y, je avec t'en la prie. planche, ça ira mieux. Ouais. Bah moi j'étais mitigé et je me souviens qu'il y a eu le trade, on avait lancé un live sauvage. J'étais venu. J'étais un peu plus mitigé parce que la perte de Dorian Finney-Smith, c'est quand même une grosse perte, notamment défensivement. Spencer Dinwiddie, bon, je me disais, tu remplaces Spencer Dinwiddie par Kyrie Irving, c'est une upgrade, une très très bonne upgrade, hein, quand même. Après, j'ai un peu moins de doutes concernant comment ils vont jouer ensemble, Luka et Kyrie, parce que Kyrie, on l'a vu au Nets, il a appris à jouer off-ball, notamment, quand il y avait Harden, quand il y avait KD. Il peut jouer off-ball, il a aussi fait que du LeBron, il peut s'adapter, je pense, au jeu de Luka. Et bah, vu que c'est un excellent tireur à 3 points, avec Luka qui a beaucoup le ballon, qui fait beaucoup de passes, je pense que ça peut devenir, ça l'est peut-être déjà, au moins sur le papier, le meilleur bas court offensivement parlant de la ligue. Parce que t'as deux malades mentaux au niveau du scoring. Parfait, ok. Par contre, en fait, finalement, t'as quand même perdu en profondeur avec ce trade-là. Et après, du coup, j'ai noté t'es 6ème, t'es 8ème, t'es 9ème, t'es 10ème. Et après, il y a aussi un tournant. Alors, je pense que c'est une des dates marquantes de votre saison, même si ça fait mal. C'est la double défaite contre Charlotte. À la fin, enfin, juste avant d'entamer le dernier virage de la saison. Celles-là, elles ont fait trop mal, quoi. Je pense que c'est là elles ont enterré les espoirs. Mais est-ce que finalement, donc je veux dire Quentin, Quentin, t'es extrêmement déçu ou alors c'est quand même une déception mesurée parce que tu te dis bon on a fait un trade en cours de saison et finalement c'est peut-être un peu normal aussi qu'on se soit pas entendu tout de suite. Non, non, c'est forcément une énorme déception parce qu'on n'est pas dans le cadre non plus d'une équipe qui serait extrêmement jeune en mode bon, si on atteint les playoffs, c'est bien. On parle d'une équipe qui a fait les finales de conf l'année d'avant, donc on veut rester dans une continuité de gagner, d'avoir les playoffs, etc. Et tu fais venir un vétéran comme Kyrie Irving, bah, tu t'attends à ce que ça gagne direct. Moi, juste ce que ça a mis en avant, cette série de très mauvais matchs notamment, c'est à quel point est-ce que tu as beau avoir deux génies offensifs d'un côté, euh, si de l'autre côté la défense reste extrêmement faible, et ben tu peux pas aller loin en NBA. Et donc là, bon, ça a été, il y a eu en plus un peu de malchance, mais qui ont fait que du coup, il y a eu une dégringolade au niveau du classement. Et, mais je pense que ces matchs-là, ils ont permis pour l'œil avisé, je dirais, donc je pense en tout cas pour les Mavs, et puis ça s'est reflété dans les statistiques, c'est que de voir que ces deux-là en attaque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'ils proposent en termes de rendement offensif, tu l'as Mm. dit notamment sur le rating, etc., c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, ben, autour, il faut construire une équipe qui défend, parce que sinon, on pourra jamais même aller en finale NBA avec une défense qui est faible. Et pour moi, c'est surtout ça qui a été mis en avant. Après le trade de Kyrie, on a perdu en profondeur, comme tu as dit, on a perdu notre meilleur défenseur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on perd tous ces matchs. Enfin, faut regarder les résultats. Tous les matchs, ils sont perdus on prend au moins 100 points, quoi. Parce que, enfin, et 100, je suis très gentil. Si c'est pas 110, 120, Mm. voire plus, c'est parce que la défense, elle est vraiment terrible. C'était pour moi la pire défense en dehors des équipes qui tankaient dans la ligue. Donc, si tu prends les 20 équipes qui jouaient quelque chose sur la fin de saison, Dallas, c'était la pire défense, surtout intérieure. Donc, ce trade, moi, je l'ai quand même approuvé. Euh, et
je me suis dit, ok, de toute façon, on n'est pas là. Enfin, on sait très bien, j'ai fait des tweets là-dessus, que Kyrie, il va pas venir juste pour 6 mois, il va prolonger. Donc, on est sur du moyen terme, voire long terme. On teste cette affiliation avec les deux, on voit qu'elle fonctionne et elle fonctionne offensivement. Avec notamment Kyrie qui est un excellent joueur off-ball, ce que Luka doit un peu plus se montrer parce qu'il n'a pas trop eu l'occasion de le faire dans sa carrière. Oh, ouais. Et maintenant, donc Nico Harrison, notre GM, il faut se concentrer pour construire un roster défensif autour de ces mecs-là. Et là, après, moi, je crois à ce projet. Et on en parlera lors de l'intersaison. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le peu de moyens, mais c'est toujours un work in progress, quoi, cette équipe qui se doit être défensive autour de ces deux génies offensifs. Mais pour répondre brièvement à ta question, oui, ça reste quand même une déception, et j'irais même plus loin. C'était quand même une sorte d'humiliation de finir en dehors du play-in. Donc même si ça a été cherché de perdre ces derniers matchs, et encore une Ouais. fois, heureusement qu'on a sorti du top 10. Mais ça a vraiment été une période difficile à vivre en tant que fan des Mavs, parce que voilà, tu t'es moqué à juste titre après des performances aussi mauvaises. Et juste ce qui était un peu plus dur, c'était le fait que le grand public, on va dire, a tout de suite mis ça sur Kyrie, alors que pour le coup, il est assez irréprochable. Encore une fois, je parle du joueur uniquement. Il est assez irréprochable sur toute sa période au Mavericks, et d'ailleurs ses stats sont excellentes. Très bien. Écoute, passe D, puisqu'on va. Prochaine section, c'est évidemment le roster. Alors, pas mal de mouvements, quand même. Vous avez fait des petits moves à la draft, etc. Des recrutements qui sont pas inintéressants, des retours NBA, franchement. L'intersaison de Dallas, comme tu as dit, avec vos armes et avec ce que vous pouviez faire, c'est-à-dire pas une flexibilité maximale, mais quand même, vous avez fait un recrutement qui est pas inintéressant. Si Lucas, t'avais toi un avis sur cet effectif, est-ce que tu trouves qu'il est équilibré? Est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux tout de suite? Alors, équilibré, c'est pas vraiment le terme que j'utiliserais, mais je dirais mieux que l'année dernière déjà, niveau défensivement parlant. Parce qu'on a quand même l'arrivée de Grant Williams, qui est un step-up au poste de 4, parce que bon, Maxi Kleber, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais défensivement, c'est pas non plus une machine. Après, on a Josh Green, pour moi, qui pourrait être une des meilleures progressions de toute la NBA cette saison. Je pense vraiment que c'est un des joueurs qui a le plus à prouver et qui pourrait vraiment s'installer comme un cadre de l'équipe. On l'a que ce pas. soit Je crois qu'il est. Ah, s'il est là, ouais. En titulaire poste 3. Ouais, c'est ça. Et après, moi, ce que j'aime bien surtout dans l'effectif et qui me saute aux yeux, on va dire entre guillemets, c'est de voir Tim Hardaway qui pourrait s'imposer comme le sixième homme de l'équipe, mais qui en plus de ça pourrait vraiment être celui qui va scorer en sortie de banc. Et c'est ce rôle-là, à mon avis, qui lui correspond le mieux, parce que il a fait vraiment des prestations qui me brûlaient la rétine l'année dernière. Des fois, c'était vraiment, j'avais envie d'aller me coucher à la mi-temps, quoi. Et heureusement, il y a un nom qui est parti aussi, c'est Reggie Bullock. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai vu la news qu'il était transféré. Quentin, c'est. partait. Ouais. Quentin, avec la planche, il est pas passé chez vous, Reggie Bullock? Si, mais on l'a cut. Là, il est au Rocket. Donc là, il a fait le tour du Texas, là, en arrêté. Ouais. Ouais, carrément. Bah, ouais, ceux qui ont bougé, finalement, c'est des role players. Hein. Enfin, t'as en gros rôle Davis Bertans qui, du coup, est parti dans le trade. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Il y a Christian Wood qui est parti. Christian Wood, effectivement. Après, bon, bah, t'as eu des projets qui n'ont pas forcément. Il est en fin de contrat, et on savait qu'on n'allait pas le. Bah, on voulait pas en plus, le garder. Ça rejoint quand vous étiez avec Rémi Réverchon là sur les Lakers. Ouais. Où justement, ça, on a parlé un peu de Christian Wood, du fait que, à ce qui paraît, d'après certains insiders, il foutait un peu la merde dans le vestiaire. Donc, c'est sûrement une bonne chose. Moi, c'est dommage, j'avais beaucoup d'espoir en vrai pour Christian Wood quand il est arrivé. Où je me disais avec Doncic, tu sais, s'il commence encore à claquer sa vingtaine de points, ça pouvait être pas mal, mais ça s'est pas fait malheureusement. Ouais, va falloir voir. Bah, en fait, moi je trouve que. Enfin, tu as vraiment, comme on a dit, deux génies sur les postes 1, 1, 2.
et qu'à l'intérieur tu vas avoir des soldats, parce que même Derek Lively à Duke l'année dernière, je crois qu'il dépasse à peine les 5 points. Là c'est vraiment pas ce qu'on va lui demander, il va finir des alley-oops, il va roll vers le panier et faire des bons écrans, mais je trouve que vous l'avez pris à la draft, c'est vraiment un mec idéal. Après là il est titu sur le visuel, mais est-ce que Oui, ça va être Powell, pour c'est débuter la saison. Lively? Ouais, pour débuter la saison. J'ai été étonné. Ça va être le cas. Et je sais pas du tout, du coup sur la pré-saison il a beaucoup joué? Ouais. Il a starté et même hier son match est vraiment très 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 bien, hein. Il y a 3 grosses satisfactions, Kyrie, Green et Lively. C'était vraiment vraiment bien. Il y a de la finition avec bon Kyrie à la main, c'est pas une surprise qui était très intéressante. Il y a 2 reverse dunk qui sortent de nulle part. Non, c'était vraiment très bien. Il finit avec plus de 10 points. Donc vraiment son match était très bien. Il va être starter. Ça me semble logique par rapport en fait à la très faible disponibilité de poste 5 qu'on a, c'est-à-dire Richard Holmes qui est finito, Powell, bah, c'est pas trop le projet, il a plus de 30 ans et Roca il est très professionnel et tout, mais ça reste quand même très limité. Donc moi je suis totalement pour le garder. J'aime beaucoup l'homme pour préparer la suite. Donc par défaut Lively en poste 5 titulaire me va. J'étais plus très étonné et pas d'accord avec Kit quand il a commencé la pré-saison avec Prosper, l'autre rookie titulaire poste 3, qui me semblait incompréhensible sachant qu'on a Josh Green. Et là, il a enfin changé d'avis ces 2 derniers matchs de pré-saison. Et c'est bien Josh Green qui a starté et Prosper qui n'a pas joué d'ailleurs de la première mi-temps. Ok, Prosper de toute façon peut jouer 4 aussi si besoin. C'est un peu un mec Oui, interchangeable. mais notre 4 pour le coup, c'est Williams, c'est ça, il n'y a pas blindé. trop de soucis, en tout cas pour ce début de saison. Euh, voilà, le 5 que vous affichez, là, c'est sans vrai débat, par le poste 5, du coup, je viens d'en parler. Pourquoi est-ce qu'au final, c'est un choix par défaut? C'est le 5 qu'il faut aligner pour commencer la saison, en tout cas. Après, on verra ce qui se passe, évidemment. Après, faut quand même rappeler que Lively, ça reste qu'un rookie. Donc le mec, il arrive dans la grande ligue et on lui demande déjà d'être le pivot assigné à un potentiel MVP. Faut que on va dire les demandes à son égard, faut qu'on soit tranquille dessus. S'il y a des matchs où il se fait bouffer par un Jokic et tout, c'est normal qu'on va pas lui tomber dessus en disant qu'il a pas le niveau ou quoi. Le mec, il arrive, il se tape les Embiid, les trucs comme ça. Alors, forcément, en plus, c'est pas le mec le plus musclé, quoi. On a pu voir, Mais il est grand. Oui, il est grand, mais par exemple, moi je suis allé voir du coup sur place le match contre le Real Madrid. Et c'était contre Tavares, où tu sentais déjà qu'il se faisait enfoncer très facilement. Donc tu te dis, si même contre des mecs d'Euroleague, c'est dur, alors j'imagine pas contre les gros de... Tu vois, moi je pense à MB direct, tu vois la différence de gabarit. Ouais, mais j'en Après, prends voilà, même à Nurkic, tu vois, ça va être ouais, c'est compliqué clair. quand tu arrives en tant que rookie. Gobert ou quoi. Et c'est Valenciunas, pour ça. n'importe. Ouais, Donc, totalement. On sait que le poste 5, c'est le poste le plus long à développer parmi les rookies, quoi. Donc clairement, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut pas espérer de lui que ça devienne direct quelqu'un de fiable sur sa première saison. Il faut lui laisser le temps de se développer. Mais il est dans une situation un peu inconfortable où le projet Dallas, on n'a pas non plus trop le temps d'attendre, quoi. Ouais. Donc on en parlera pour la prévue de la saison à venir. Mais du coup, très belle opportunité pour lui, mais qui s'accompagne aussi du coup d'une certaine pression. T'es pas non plus un fin fond de second tour de draft, hein, t'es 11e. T'es dans une équipe qui veut gagner tout de suite, on te donne les clés pour être à l'intérieur. C'est sûr que voilà, on va lui en demander beaucoup. Mais ils vont quand même évidemment garder à l'esprit que ça reste qu'un rookie. Et il a une situation que beaucoup de rookies aimeraient avoir, hein, avoir des responsabilités dès ton entrée dans la ligue, etc. Y a pas de Et puis il débat. va être à côté de mecs qui vont effectivement lui mettre. Tu peux difficilement avoir mieux que Irving Doncic pour te mettre des bons ballons à aller chercher. En tout cas, voilà, saison très intéressante pour lui à venir. Parfait. Bon, puis après, je trouve que vous êtes quand même bien renforcé en défense. Derrick Jones, il est intéressant. Grant Williams, Derek Lively, bon, ça va. C'est pas trop mal. Par contre, là je vais poser la question à vous trois, hein, du coup, si vous aviez un petit renfort ou un petit truc à changer dans cet effectif, ou un joueur que vous voulez voir partir, ce serait qui? Si vous deviez changer quelque chose à faire d'ici la deadline, quoi.
un meilleur backup au poste 1, je pense. Le Parce que retour de Dante Dante Exum. Exum, bah Dante Exum, c'est bien, tu vois, je veux pas dire c'est un mec nul et tout, mais je pense que c'est peut-être un peu léger vu les ambitions des Mavs. Peut-être un peu trop léger. Bon, après, il va pas jouer des masses. En régulière un peu plus, mais dès que ça va être les playoffs, je pense qu'on va beaucoup moins le voir. Mais avoir un meilleur backup au poste 1, je pense que ça pourrait aider les Mavs. Sur la saison régulière, en tout cas. Ok. Il y a beaucoup d'espoir aussi derrière Hardy quand même. Même si c'est un jeune qui peut jouer poste 1 et 2. Je le vois plus là dans ce cadre du coup où Dante Exum il vient à peine d'arriver où Hardy pourrait prendre plus de responsabilités et s'y prendre de la confiance au fil de la saison, il pourrait vraiment devenir un backup de qualité. Mais vraiment, c'est un mec qui est... On n'a pas beaucoup entendu parler début de saison l'année dernière et il avait pu montrer un peu ce qu'il valait en fin de saison vu que Dallas, comme on a dit, voulait tanker tout ça. Mm. Donc je pense vraiment que s'il continue à avoir une marge de progression aussi intéressante, il pourra terminer comme vraiment un cadre sur le banc où il rentre et il montre de quoi il est capable balle en main. Après, il faut qu'il développe aussi son jeu avec l'équipe, c'est-à-dire qu'il quand il rentre, il joue beaucoup perso. Ouais. Et Mm. ce serait plus sur même peut-être aussi améliorer sur le plan défensif, mais je vois plus déjà commencer à te faire tourner la balle et à jouer ses systèmes, tout ça, voir comment ça se passe. Ok, donc plus Hardy que Exum du coup pour toi. Ouais, moi je suis plus Hardy, ouais. Ok, et Quentin, du coup, toi, si tu as un petit move Moi, à faire. j'espère me tromper, mais Hardy, j'y crois pas. Enfin, j'y crois Ah, plus. c'est marrant. Les, les raisons pour lesquelles il a été pris en second tour, au second tour de la draft, malheureusement, enfin, je les vois dans. J'ai du mal à voir une progression sur, notamment sur la partie de jeu collectif. Mais j'espère me Mm. tromper parce que je l'aime bien. Et évidemment, tout le monde s'attache à ses rookies, etc. En tout cas, moi, de mon côté, j'y crois pas trop. Pour répondre vite fait à vos questions, enfin, pour moi, le poste 1 backup, je me pose pas trop la question dans le sens où, bah, en fait, le plan de jeu, c'est d'avoir toujours Irving ou Doncic sur le terrain. Toujours. Tu as au moins un des deux. Donc, clairement, pour faire écho par rapport à la fin de saison dernière, si on fait devenir des gens, c'est de l'apport en défense qu'on veut. C'est c'est pas autre chose parce que on a une attaque qui est suffisamment élite avec ces deux mecs pour se permettre d'avoir autour juste des mecs comment dire, normaux en attaque. Par contre, c'est Ouais. en défense où enfin là, ce qu'on a, c'est bien. Comme tu dis, c'est un upgrade par rapport à la dernière parce qu'on part de zéro pour aller à moyen. Mais faut pas se leurrer, les Dallas Mavericks, ça reste une équipe moyenne aujourd'hui en défense. Grant Williams, c'est cool, mais il reste petit. Mais c'est encore une fois, c'est très bien. Jones, Junior, Kleber, c'est pas mal en défense, mais pareil, c'est pas des mecs titulaires défenseurs excellents. Lively, on en a parlé. Paul et Holmes, je ne veux pas en parler. Donc pour moi, si tu fais venir quelqu'un, c'est de la défense. Et s'il faut faire partir quelqu'un, je l'apprécie beaucoup, mais peut-être son temps est venu, c'est Tim Hardaway Jr. Où si il faut on arrive à trouver une équipe qui est intéressée, sachant que son contrat est dégressif, donc en fait là il pèse plus grand chose. Enfin, par rapport au salary cap, évidemment, tout est relatif. Ouais. Voilà, moi, ça serait peut-être faire partir un Tim Hardaway Jr., surtout qu'on a récupéré un Curry, donc c'est-à-dire un artilleur à 3 points en sortie de banc. Euh, donc faire partir un Hardaway Jr. pour refaire arriver de la défense. Soit quelqu'un en poste 3 qui puisse jouer en complément avec avoir une rotation Green, Grant Williams et donc c'est une nouvelle personne qui puisse faire 3-4 en défense. Soit sinon, tu fais même entre guillemets un blockbuster trade avec t'envoies s'il faut un jeune donc soit Hardy si quelqu'un est intéressé, voire même Josh Green si tu as une très bonne opportunité en face et tu fais venir un vrai poste 5. Et évidemment, tu peux aussi envoyer un tour de draft 2027 s'il y a une opportunité. Mais voilà, pour moi, la priorité, c'est la défense parce que on en parlera dans nos previews, mais je pense que si tout le monde ne met pas Dallas très haut, comme on avait pu le faire il y a un an, c'est de 1 par la saison pourrie de l'an dernier et du coup aussi par cette limitation défensive qui pour moi est flagrante.
Ok, On veut, ok. on veut le retour de Finney Smith. On veut le retour de Finney Smith. Ouais, moi j'ai dit un retour. Bon, après, je pense que ça se fera pas en 1-1 parce que ça les intéressera pas. Mais Harrison Barnes, 3-4, défend bien, met des 3. Oui, oui. En plus, c'est un très bon vétéran. Mais je sais pas si d'un point de vue défensif, il nous ferait franchir Ce cap. un cap. Après, par contre, c'est sûr Ouais. que moi j'ai toujours dit Harrison Barnes, pour l'avoir connu en première option offensive, c'est absolument terrible. Mais par contre, avoir ce mec en option 3-4 de ton équipe, c'est excellent d'avoir ce genre de personne. Et les Warriors se souviennent très bien, et les Kings là, apprécient beaucoup son professionnalisme et son côté vétéran. Ouais. Mais en fait, si tu veux OG Anunoby, mais c'est compliqué quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, si cette année il y a un blockbuster trade à faire, à un moment il faut se poser des questions, il faut peut-être tenter le truc, sachant qu'on a ce tour 2027 à donner En rab, ouais. en rab. Et puis s'il faut, si j'étais Nico Harrison, à la limite tu peux même attendre un an. Du coup dans un an tu auras plus à donner là, le 2031 que tu pourras envoyer. Et là, tu peux avoir genre 2027, 2031, plus imaginons à Josh Green, candidat MIP cette année. Là, il y a une histoire de prolongation de contrat là, on peut le prolonger sous 48 heures et sinon après ça sera free agent l'an prochain. Et pareil, tu peux mettre ce mec là avec des. Enfin voilà, tu vois un blockbuster trade quoi. Donc On en toi, a connu ces dernières tu veux jeter années. tes forces dans la bataille quoi. Là, tu te dis c'est maintenant Non, ou non, jamais. je dis s'il y a une occasion, Ouais. il faut pas se leurrer et s'attacher de manière émotionnelle à des joueurs qu'on adore. Si on a une opportunité de franchir ce cap en défense, il faudra la prendre. Ce que par contre je préconise, c'est de ne pas se rusher dans le sens où Kyrie et Luka sont tous les deux engagés encore au moins sur le moyen terme, si on peut même pas dire long terme, 3 ans. Ça va jacter si on est mauvais dans le sens où Luka veut partir, il va avoir il va y avoir des rumeurs, etc. etc. Ils seront quand même là l'an prochain. Et encore une fois en 2025-2026, si on veut, ils peuvent être là. Donc je dis juste s'il y a une possibilité de trade, il faut la faire. Mais par contre, je veux pas qu'on se rush parce qu'on n'est pas encore dans l'alerte rouge. C'est maintenant ou jamais avec Luka. Peut-être la saison prochaine. Ok. Mais écoute, c'est Et, très clair. Pour justement, ça parlait de défense. Toi, Quentin, tu disais peut-être que s'il faut tège Jaden Hardy, on le tège. Vous pensez quoi? Parce que justement, j'ai pensé aux Kings avec Harrison Barnes. D'un Davion Mitchell, par exemple. Tu vois, un mec qui va pas jouer énormément de minutes, mais qui est quand même un très bon défenseur sur le poste 1, voire le poste 2, il peut aussi faire. Totalement. En plus, j'apprécie vraiment le joueur et il apporterait beaucoup. Le problème, c'est que ça résout toujours pas le problème que notre raquette, À l'intérieur, ouais. c'est une Ouais. invitation. Mm. Voilà, Mais c'est pas une porte ouverte, hein. je pensais aussi au poste 1 parce que Luka et Kyrie, c'est pas des défenseurs exceptionnels. Donc je me disais peut-être aussi. Seth Curry, ça va, il peut faire des efforts. Il Mais est, après, tu il est vois. maigre, hein, Ouais, maigrelé quand même. Ouais, il est vieux, le Boug aussi. ouais, mais c'est pour ça, tu vois, je pensais. Parce que David Mitchell, il est pas tout jeune, hein, il a fait que 2 saisons, mais il a 25 ans quand même. Mm. Donc déjà, ça fera un peu plus de maturité. Puis là, Il est il est un peu dispo. laissé. Ouais, il a été laissé au placard par les Kings un peu cette saison. En playoff, on l'a revu un peu. Ça, offensivement, c'est pas top du tout. Mais défensivement, par contre, je pense que ça peut être un gros gap pour une équipe qui aurait des problèmes déjà défensivement sur ton back court. Et après, bon, à l'intérieur, ça va être un peu plus compliqué, je pense, d'aller chercher un 5 qui défend très bien. Parce que soit ils vont pas être disponibles, soit ils vont être un peu chers. Tu vois, je vais penser à genre. Tu sais, tu vois, tu te dis. Le retour de l'enfant texan Miles Turner, par exemple, ça on a parlé, ça en parle Ouais, depuis mais quelques le années, par salaire. la fanbase des Mavs, ça en parle souvent, quoi. Chaque année, parce que lui, il est toujours dans les rumeurs de trade, le pauvre. Et à chaque fois, côté Mavs, vu que c'est un mec d'ici, dans ses statuts Twitter, il y a toujours la fanbase des Mavs qui va commenter des trucs comme ça. C'est sûr que sur le papier, un mec comme ça, il te fait passer un cap. Ouais, c'est sûr. Ça reste Ça un reste cher, gros. quand Ouais, même. c'est Là. du 20 millions. Ah oui. Tu C'est peux pour ça penser que à je te d'autres parle de mecs. blockbuster trade, quoi. Ouais. Ou même tu peux penser à d'autres mecs, genre des Clint Capella par exemple. Ouais, Ou même si c'est pas un défenseur exceptionnel. Cet été, ça en a beaucoup parlé de Capella. Cet été, ça a surtout parlé de Capella et de Ayton.
où à un moment c'était très proche aussi pour dans un trade avec Lillard et tout ça, là, avec Dallas allait s'engager aussi pour choper Ayton. Mais on n'arrive pas en fait à trouver ce profil qui défensif et en même temps, on va dire entre guillemets abordable. Parce qu'en plus de ça, on doit payer tout ce qui est contrat de Doncic, Lillard et tout. Faut y penser aussi. Donc c'est difficile de prendre un pivot calibre star. Si en plus derrière t'en as déjà 2 autres à gérer, c'est compliqué. Donc Faut sortir une bonne c'est pour pioche. ça que là, le contrat de Tim Hardaway, pour moi, c'est un blockbuster trade. Il va clairement dégager dans la balance ça, parce que ouais, ça te permet. Enfin, il pèse 18 millions cette année. Donc, tu vois, tu mets Tim Hardaway en salary filler et puis tu dis. Tu disais à Indiana, et puis je vous rajoute un Josh Green, mais il a pas encore assez éclos. Tu vois, moi, je crois. Pour le coup, Josh Green, c'est l'inverse de Hardy. Donc, je crois vraiment de ouf en lui. Là, tu lui laisses cette saison pour qu'il soit excellent, là. Et puis, ça se trouve, à la trade deadline, il va avoir une des plus hautes cotes de la ligue avec un. Et puis, genre, tu peux attacher un Josh Green avec un Tim Hardaway Jr., ça te donne un total à plus de 20 millions. Tu rajoutes un pic de draft. Enfin, tu vois, et là, tu as quand même un truc qui est un peu de la gueule. Tu fais pas venir un All-Star, mais tu peux faire venir, je pense, les pivots là, dont on a parlé avant. Ça peut commencer en tout cas à intéresser des équipes. Et puis dans ce cas-là, faudrait décaler Grant Williams au poste 3 titulaire. Parce que si tu bouges Green et Hardaway, va y avoir un petit trou à cet endroit-là. Ouais. Pourquoi pas? Tu donnes sa chance à Olivier, à Prosper. En tout cas, oui, Williams, par rapport à sa taille, il a la carrure d'un 4, mais la taille d'un 3. Voire moins. Sinon, j'ai un autre nom à vous proposer qui n'a pas encore été prolongé, qui est assez jeune mais bon défenseur. Il y a monsieur Nick Claxton. Ouf, ouais, franchement, si tu peux l'avoir. Soit il est pas prolongé, tu réussis, je ne sais pas comment, tu réussis à monter un trade à la deadline pour lui, ou s'il est pas prolongé, qu'il est pas dans les projets des Nets, ça m'étonnerait, mais on sait jamais ce qui peut se passer, il est free agent à la fin de la saison. Le problème, c'est que Dallas, comme l'a dit Lucas, avec Luka et Kyrie qui te représentent 83 millions l'an prochain, notre cap il est explosé, donc on va juste avoir une mid-level exception à lui proposer. Donc c'est soit sign and trade, soit le frérot il accepte une mid-level exception et c'est pas possible. Et je crois même qu'on sera au-dessus de la prone, et donc du coup tu peux pas sign and trade si t'es au-delà de la prone. Enfin, ça va être, compliqué. complexe. Ça va être complexe. Marc, il va mettre la main au portefeuille. Hein. Parce que falloir mettre la main au portefeuille, Marc. Ce que je regardais un peu dans les joueurs qui pourraient bouger. L'année prochaine, tu as Richon Holmes qui a une player option à presque 13 patas, tu vas la prendre, hein, ça on le sait. Oui. Tu as du Maxi Kleber, c'est du 11 patates à l'année, tu vois, tu peux le bouger aussi, tu vois, tu peux essayer, et puis avec votre pick et tout, en sign and trade, tu vois, ça pourrait être possible d'essayer de monter un petit truc, mais ça va être compliqué. Mais pourtant, ce serait, je pense, un excellent profil pour les Mavs, autant défensivement que offensivement, c'est pas fou, mais tu vois, avec les créateurs qu'il y a. Offensivement, comme on l'a dit, c'est tellement élite les deux que il y a vraiment un gap qui est fou entre l'attaque et la défense dans cette équipe. C'est peut-être le plus gros gap de la ligue. Et donc il faut faire venir quelqu'un en défense. D'ailleurs, j'y pense, mais est-ce que vous pensez à une équipe où il y a un plus gros écart entre ces deux meilleurs joueurs et les autres, quoi? En termes de talent, ou tu parles vraiment attaque-défense? Non. En termes de... Ouais, les deux, quoi. Talent, de manière... je sais pas... la qualité du joueur, quoi. Genre, t'as vraiment deux top joueurs, et derrière, t'as genre un fossé, quoi. Toutes les équipes qui sont candidates pour le titre, alors arrêtez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus lisse dans la distribution des talents des joueurs. Mais moi, je me rappelle, rien que l'année dernière, même avant que Kyrie arrive ou quoi, t'avais des premiers cartons, des fois, c'était Luka Doncic qui mettait 25 points et les autres qui avaient 0 ou 2 points, quoi. C'est terrifiant. Hein. C'est une des seules équipes où ça se passe comme ça. J'ai pas d'autre exemple. Mais il a un tellement fort taux d'utilisation aussi que c'est compliqué parfois peut-être pour les autres de briller. Hein. C'est un parti pris, mais je pense que effectivement, l'écart de niveau entre ces deux joueurs-là et le reste, je vois pas. Les Suns, non. Je me suis fait la réflexion quand j'ai vu les notes 2K qui sont arrivées. On n'a aucun joueur à 80 dans l'effectif. Ah ouais. Ouais, t'as deux mecs à 90. On a aucun joueur entre... Ouais.
C'est incroyable. 90 et 94 ou 95 et en dessous 79 quoi. Et du coup, j'ai fait ah mais c'est vrai quoi. Et après, tu te Mm. penches un peu sur le truc et bon, j'ai trouvé Josh Green, il va peut-être aller taper les 80 cette saison, mais sinon tu te dis ah ouais quand même. C'est Et vrai. enfin, vous l'avez dit, les deux profils ils sont enfin en défense, c'est pas ça quoi. Et donc bah tu peux pas aller loin avec une équipe qui a pas un mec qui est très bon en défense quoi. Bah, t'en as pas. En fait, t'as Charlotte où t'as vraiment peut-être la mélo qui surnage et derrière c'est compliqué, mais ils en ont pas deux de gros joueurs. Ouais, et puis c'est Charlotte quoi. Ou Détroit avec Cade peut-être. Bon, ouais, encore non, t'as Boyan et tout. Enfin, Il non. a pas joué hier. Non, non. Bon, écoutez, on va avancer un petit peu. Oui, honneur On a commence. une grosse question. Mhm. La réussite de la saison passera-t-elle par les rookies? Rookies, on peut élargir à sophomore parce que forcément, comme on en a parlé beaucoup juste avant, t'as énormément de jeunes. Même si t'as des grosses prétentions, t'as beaucoup de jeunes. Est-ce que t'es quasi obligatoirement obligé de passer par une percée vraiment forte d'un Josh Green, une révélation de Lively ou quoi que ce soit pour réussir ta saison? Josh Green, déjà, je le mets pas dans la même catégorie que Prosper, Lively et Hardy parce que c'est quand même sa 4e saison. Donc il commence à avoir une certaine connaissance de la ligue. Par contre, clairement, on attend de sa part un vrai step-up qu'il a commencé à engager en début de saison dernière, qui était excellent. Et après, pour répondre à ta question, mais du coup, on y a un petit peu répondu déjà quand on a parlé tout à l'heure de Lively et puis des différentes attentes qu'on va avoir envers lui. Le secteur intérieur est tellement pauvre et il a cette place de pivot titulaire que c'est sûr que la réussite défensive de la saison, elle va passer du coup par, comme Hmm. beaucoup de franchises, hein, par ton poste 5 titulaire et pour le coup c'est Lively qui est là aujourd'hui. Et encore une fois, qu'on a, si on ne le met pas lui, c'est Powell qui est mauvais en défense, c'est Richard qui n'est plus ce qu'il était, donc enfin c'est pas pour rien qu'il jouait plus à Sacramento. Ouais. Et puis après les autres mecs qui sont trop petits, Kleber en 5 c'est trop petit, Grant Williams je n'en parle pas. Donc la réussite de la saison va passer par Lively, oui. Euh, Par Prosper, non. Parce que, à moins qu'il y ait des blessures, il va falloir qu'il trouve ses minutes, mais il va pas jouer beaucoup, je pense, parce qu'il y aura vraiment Josh Green, Grant Williams qui seront devant. Peut-être qu'il aura quelques minutes données par Kid, par-ci par-là, mais de là à dire que la réussite de la saison, non. Et Hardy, non. Je dirais non aussi parce que on a déjà les deux là qui sont sur le backcourt qui vont jouer beaucoup. À voir si il sera enfin s'il sera le comment dire le meneur qui sort du banc quand Luka sort. Je sais pas trop ce que Jason Kidd va décider, mais dans tous les cas, même s'il y a un changement d'un point de vue des postes, quand Luka sort, il y a un mec qui rentre. Ça, en fait, c'est vraiment Kyrie qui passe meneur quand Luka il sort et vice versa. Donc j'aurais tendance à dire non pour Hardy. Donc clairement, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'un côté, avec Derek Lively, on va être en mode c'est un saison rookie, il faut pas trop en attendre. Et de l'autre côté, malgré lui, clairement, pour moi, la réussite de la saison, elle passe en partie, en grande partie par la défense de l'équipe et donc par ce grand gaillard de 2 mètres, 2 mètres 13, je sais plus combien exactement. Ah Ça va ouais. être Non, intéressant. c'est ça, hein, clairement, le mot qui va définir la saison, c'est la défense. S'il n'y a pas de défense, ça va être la même saison que la saison dernière. Il y a rien qui va changer, on va manger des 130 points par game et on va réussir à finir milieu de tableau et à la limite accrocher les play-in. Sans défense, on n'arrivera à Des fois, rien du du coup, tout. on mettra 135 points, donc on gagnera. Exactement. Ouais. Même souvent, avec les deux autres, j'ai pas de soucis, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais le problème, c'est que ouais, on en mangera tout le temps 120, quoi. Ouais, c'est sûr et certain. Et malheureusement, ben, Lively, comme on a dit, hein, Lively, il arrive dans le grand bain, on lui met une petite tape derrière le dos, et on lui dit, bah, mon pote, force à toi, hein, Mais il y en a plein bonne des chance. rookies qui arrivent. Hein. Pourquoi pas lui en vrai? Ouais, mais lui, c'est quand même une dimension différente. C'est-à-dire que la relation qu'a Doncic avec ses pivots, et on peut le voir avec la sélection où il arrive très bien à s'associer avec Toby. Mm. Et c'est une relation, bah, on le voit même sur les actions, le nombre d'alley-oop qu'il lui donne ou des trucs comme ça, c'est un truc qu'il a jamais fait à Duke. À Duke, il le faisait très peu. Et là, on va lui demander d'être tout le temps là sur les écrans, tout le temps à essayer de jouer pour Doncic et tout. On va lui demander beaucoup, beaucoup de choses dans la franchise, donc j'espère pour lui qu'il va réussir à tenir le rythme.
Après, bon, comme on a dit, saison rookie, il y a peu de joueurs dans la classe de draft qui, quand même, arrivent et on lui dit, vas-y, on te donne quasiment 30 minutes, vas-y, fonce, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout les postes 5, quoi. Au niveau des rookies, Voilà, à part les mecs qui sont vraiment top, top, top de draft, c'est vraiment les profils qui sont les plus exactement. longs à éclore. Donc, Oh, ouais. même les tops, hein, regarde DeAndre Ayton. Ouais, ouais. C'est ça. Ah, C'est vrai. Marvin Bagley, il a jamais éclos. Donc, Ouais. Non, Ouais. mais Doncic, ça allait pas aux Kings. Ça allait pas. donc il savait pas, ouais. En tout cas, il est formé par Tyson Chandler, donc ça, c'est quand même un point positif. C'est vrai. Parce que s'il peut devenir Tyson Chandler, là, on prend. Hein. Ouais. Alors, ensuite, ce qui est assez compliqué, je pense, avec Maxence Prosper, pas du tout, avec Lively, c'est que à Duke l'année dernière, il a eu une équipe qui était tellement incroyable que, de toute façon, ils ont tous été draftés en NBA quasiment. Donc c'était compliqué. Mais au lycée, Lively, c'était un mec qui avait la balle en main. C'était un mec qui shootait à 3 points. Il avait une pression de fou. Je crois que dans les recrues lycée vers université, il est parmi les, je sais pas, top 10, je crois. Donc là, c'est même au-delà de savoir jouer avec Doncic, il a un rôle déjà différent de l'année dernière, mais encore plus par rapport à ce qu'il a connu. C'était il y a 2 ans le lycée pour ce gars-là. Donc, faut voir s'il va s'adapter vite, mais moi je le souhaite pour vous. Hein. Je le souhaite. Ouais, c'est ça. Ok, écoutez, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la section suivante qui est notre petit pronostic. Alors, attends un souci, il est ici. Parfait. Alors, bon, du coup, Quentin, t'as suivi tout à l'heure, mais en gros, cette année, on est parti sur un système de pyramide. On va dire, c'est un peu comme une tier list finalement, Ouais, c'est mais cool. où on essaye de mettre un favori en place et des concurrents. Je pense que je vais vous donner la parole chacun pour voir un peu où est-ce que vous placez. Parce qu'on a les Grizzlies pour se jauger. On a les Lakers devant. Je vais commencer par Lucas. Vas-y, Lucas. Où est-ce que tu nous placerais du coup Dallas parmi cette pyramide? Du coup, ouais, donc les Lakers, comme vous l'avez dit, et puis on a vu leur free agency où ils ont fait un boulot monstre. Et même on en parlait d'ailleurs dans le podcast Forever où on disait c'est sûrement une des meilleures affaires qu'ils ont fait, c'est les Lakers avec toute leur arrivée et tout. Donc je vois clairement pas à leur niveau, Dallas sont clairement pas au niveau des Lakers selon moi, sur le papier. Par contre, niveau Grizzlies, faut prendre en compte qu'il n'y a pas Ja Morant pendant 25 matchs. Mm. Donc, même s'il y a l'arrivée de Marcus Smart, qui je pense va faire le taf, ça sera pas au niveau, je pense, de Dallas. Donc, si moi je dois faire un pronostic là, à l'heure actuelle, ça serait vraiment exactement entre les Lakers et les Grizzlies. Entre les deux, donc c'est 1, 2, 3, 5, 6. 5 ou 6e place. Ok, donc tier 3, on peut dire Tier 3. contender quoi. Contender C'est ça. crédible C'est si ça se goupille bien. Ok. Si, encore une fois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si la défense marche bien, si Josh Green il arrive à atteindre le niveau qu'on attend de lui, et si Derek Lively ça tient la route. Que si au bout du milieu de saison, le mec il est à bout et il se fait manger par tout le monde, là je sais même pas si on atteint les play-in quoi. Donc en étant positif, je lui mets contender et tier 3. Parfait. Quentin, du coup, toi, tu étais d'accord ou alors est-ce que tu es plus optimiste? Non, je suis plus pessimiste. Pessimiste, ok. Pour moi, ils sont dans le même tiers que les Grizzlies, qui est une équipe mieux construite collectivement et plus solide défensivement. On en a parlé des différentes clés. Il y a trop de. Lucas vient d'en parler en fait avec tous ces si. Il y a Ouais, trop c'est de si. Ouais. Et comme. Il faut que. Logique par rapport à ce que j'ai dit avant, où en mode il faut pas trop en attendre de Derek Lively, je vais pas trop en attendre de. Donc en l'état, la défense n'est pas assez bonne pour que je les mette dans les 6 premiers de l'Ouest, surtout dans cette conférence qui est vraiment incroyable. Donc pour moi, ils sont avec les Grizzlies. Et limite, vous avez peut-être été un poil sévère avec eux, mais bon, c'est tellement dur de classer. Non, pour moi, ils sont clairement dans ce 4e étage. Et je pense même que certains les mettraient dans le dernier étage. Parce que, alors ok, t'as Jazz, Rockets et les Spurs qui vont tout en bas. Mais sinon, tu mets qui Enfin, genre, je vois totalement des gens qui pourraient dire
ok, moi les Mavs, je les mets là parce que j'y crois zéro et tout. Et en vrai, au vu de notre fin de saison affreux, je pourrais pas non plus leur donner tort. Donc non, pour moi, c'est quatrième étage de votre pyramide, à côté des Grizzlies, voire même la bulle à côté. Là. Enfin, c'est Ok, 2 cases à côté des Grizzlies. c'est propre. Ah ouais. Et du coup, on va finir avec Quentin. Bah moi, je suis optimiste. Je suis plus de l'avis de Lucas. Donc moi, je les ai foutus 6e. J'ai mis 48 victoires, 34 défaites. Puis dans mes pronos, normalement, ils sont pile poil à égalité avec les Kings. Moi, j'y crois beaucoup en ces Mavs. Ça va faire 4 ans que je dis que Luka Doncic va être MVP cette saison. Donc j'y crois. Puis moi j'ai beaucoup aimé l'intersaison en vrai parce que bah, déjà Grant Williams, Derrick Jones, j'ai bien aimé les apports, le retour de cette Curry. J'aime beaucoup, j'ai confiance. J'ai confiance en Luka Doncic. Il nous amènera vers la lumière. Enfin vous. C'est ça. Donc moi ouais je dirais 6e. Ok. Ça va te faire chier en tant que supporter de San Antonio, non? Ouais mais vas-y j'aime bien. T'aimes bien Doncic J'adore quand même? Doncic. On J'adore s'entend Doncic. mieux, supporter des Spurs et Mavs, qu'avec les immondes Rockets. Exactement. Il y a plus de respect avec toutes les séries qu'il y a eu entre Duncan et Nowitzki. Il y a vraiment eu 15 ans de séries de malades, des trucs qui sont entrés dans l'histoire, quoi. Alors bon, ils ont malheureusement l'avantage, mais il y a quand même eu des trucs de fou. Et du coup, il y a plus un respect avec les supporters des Spurs qu'on n'a pas avec ceux des Rockets. Ouais et puis ceux des Rockets. On aura l'occasion d'en parler de son. Les Rockets, c'est ce soir, je crois que c'est 20h45. Ouais c'est à la place des Grizzlies du coup. Ouais. Bah en fait, pour expliquer vite fait, les Grizzlies, on les a mis là parce qu'on s'est dit que il peut y avoir un début de saison compliqué sans Ja, puis plus Tyus Jones parti, etc. Dylan Brooks. Oui, c'est pas le, Mais c'est l'équipe avec le réajustable. meilleur pourcentage de victoire quand ils ont pas de Ja Morant. Bon, pourquoi pas? En vrai. Mais du coup, faut voir. Et du coup, moi je suis assez d'accord. Enfin, moi, je trouve que c'est le cas pour beaucoup d'équipes. Et surtout à l'ouest. C'est que Dallas, si tout se goupille bien, tu peux faire 4. Si ça se passe mal, tu peux faire comme l'année dernière, en fait. En 11, 10, 11, quoi. Donc, c'est compliqué. Théoriquement, tu peux les mettre à peu près partout sur la pyramide mais et tu pourrais pas dire c'est faux. Ouais. Donc, voilà. Bah, de Non. toute façon, C'est vrai. moi, je l'ai. Ouais, enfin, avec les blessures hein, pour plein d'équipes, je veux dire, ouais, voilà, c'est là où à Ouais. gauche ou à droite des Grizzlies. Moi, après, on peut voir avec les autres. Soit on les. Pardon, excusez-moi. Hop. Soit on les cale là, soit on les cale là. À voir. On va les laisser là pour le moment. De toute façon, ils réajusteront les collègues comme c'est dynamique. Ils réajusteront s'il y a d'autres équipes à mettre à la place. Mais ça va. En fait, ça peut être dans le même range que les Grizzlies. Finalement, les Grizzlies, pareil, selon l'absence de Morant, ce qui se passe, finalement, ils peuvent monter ou descendre fort au classement, quoi. Moi, en vrai, je pense que là, t'as eu un espèce de coup de massue. Que t'as un Slovène, il va être très très énervé cette saison. D'ailleurs, en plus, je crois que c'est après l'intersaison où on le voit, on voit pas la fameuse photo Luka Chicha. Luka Chicha. Bah, tu vois, Luka d'habitude, on voit Doncic. toujours, on voit toujours ces petits trucs, tu sais, ces petits trucs de Luka l'intersaison et tout. Puis là, en plus, avec la Slovénie, c'est pas super bien passé en la Coupe du Monde. Donc je pense là, tu vois, il va arriver, il va être vénère. Déjà qu'il vient de faire individuellement, il vient de faire une grosse saison. Je pense qu'il va être bien vénère cette saison et que ça peut le faire. Allez, on verra s'il parle toujours autant avec les arbitres. Je pense. Mais. Ouais, mais en fait, quand t'es tellement Ça fort va comme pas ça. changer. Hein. C'est sûr que il a en lui, c'est une tête de con, ça va pas changer. C'est un style. Je pense qu'il y a des gens qui kiffent ça aussi. Ok, et bien écoutez, voilà, on a passé 54 minutes ensemble. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, quelque chose, un souhait peut-être? Est-ce que, parce que on n'a pas parlé forcément de blessures, etc. Pour l'instant, les Mavs ont été plutôt épargnés sur les stars. Est-ce qu'il y a, Luka Doncic est blessé actuellement. oui, Au mollet. bah, oui, mais je veux dire, par rapport à quand tu regardes d'autres équipes qui ont des très longues blessures, là, il va revenir. Ouais, Il va revenir plutôt vite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? Que Kyrie Irving se contente d'être un très bon joueur NBA. C'est beau.
Lucas, Qu'il ne fasse pas parler de manière extra sportive parce que sinon ça va être un enfer à gérer sur le compte Twitter. ouais, vous en avez Sachant que pas je te besoin. demande que je croyais en ce mec-là et c'est vrai. Donc s'il te plaît, n'éclate pas un scandale et ne demande pas ton trade. Je crois en toi. Ouais. Sinon, bah, plus sportivement, Luka MVP. Hein. J'aurais pas dit mieux. Va falloir être bon au Ça, classement. Hein. Ça viendra avec le classement parce que ça fait déjà 2 saisons qu'il joue Voilà. comme un MVP, qu'il aurait pu l'être. Personne n'en parle parce que l'an dernier, Dallas finit dégueulasse, mais il porte l'équipe à un niveau. Avec le départ de Brunson, Clairement. il porte l'équipe à un niveau, c'est insane ce qu'il fait. Totalement. Mais normal qu'on n'en parle pas, le classement est pas bon. Donc il faut qu'il y ait le classement et il va l'être. Exactement. Si Jokic redescend un peu sur terre. Ah, la bagarre des Balkans, là, elle pète pas mal. Hein. Après, on connaît la NBA, hein, on sait qu'ils le donnent 2 fois et puis après, ils en auront le cul. Ouais, ça lui ferait peut-être du bien. Hein. Passer, ouais, je sais pas. Faut voir. Ok, bah écoutez, messieurs, parfait. On a tenu le délai.